Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. The world as we know it is undergoing great changes. Technology and science are rapidly transforming our lives, and the pace is often disorientating. Innovations used wisely can open the door to a new era of extraordinary opportunity. This revolution has been fueling the creativity of men and women around the globe. These visionaries are inventing and implementing new solutions. So open your eyes and get ready for an amazing journey to 2050 to dream the future. Is eternal life the ultimate dream for mankind? For ordinary people like us, doesn't that primarily mean protecting our most precious asset, our health, and that of those around us? To live as long as possible, of course, but also to live well. Isn't that what we expect to get from the medicine of the future? One of the major goals of the field, of course, is to improve patients' lives. Especially since more than 2 billion people on Earth will be over 60 by 2050. Aujourd'hui, les personnes arrivent à vivre plus longtemps, mais pas plus longtemps en bonne santé. On n'a pas une explosion du nombre de super-centenaires, c'est-à-dire des gens qui arrivent à 110 ans. L'homme veut absolument profiter le plus possible de la vie, le plus possible de sa jeunesse, le plus possible d'un état de santé cohérent, bon, voilà. On est dans cette espèce d'obsession. In order to keep us all healthy, the medicine of the future will have to overcome all kinds of challenges. Will it develop super drugs capable of wiping out many terminal illnesses? Regenerate organs and give them new life? Predict our medical future from birth, as envisioned in science fiction? Only seconds old, the exact time and cause of my death was already known. Will it be able to fix us indefinitely? Or even bring us close to immortality? I was born February 9th, 1975. So, I guess it must be your birthday. Preventing diseases as soon as possible, curing them, repairing our bodies, recovering from everyday accidents, and carrying on stronger than ever. That is what will be at stake for medicine in 2050. Scientific and technological advances herald a new era that could radically change how we will address these challenges. Engineers, doctors, scientists from around the world are dreaming and inventing the medicine of the future. I wish the doctors would find out that how to grow back a leg. That would be a great future. That you would get these, I don't know, like salamander or something that grow back the tails. Pour 2050, je rêve de bâtir une industrie médicale africaine pour vraiment pouvoir changer à l'échelle du continent les conditions de vie et également le suivi des patients. Je me suis posé la question de savoir à quoi ça servait de développer des technologies si au final on les poussait pas jusqu'à vraiment répondre à des grands problèmes de l'humanité. And ideally, we'll be able to produce human organs and human tissue. Si on regarde le 20e siècle, il a été dominé par le développement de l'électronique et de l'informatique. Le 21e siècle sera dominé par la biologie. These trailblazers follow in the footsteps of the visionaries who, since the dawn of humankind, have dreamed of protecting our health.
Humans have always attempted to fight and cure diseases, seeking remedies in nature to heal their wounds and regain strength. They quickly tried to repair bodies. Some, like the Egyptian Imhotep, developed the art of closing wounds more than 3,600 years ago. But they also wanted to understand diseases. Hippocrates, 2,400 years ago, then Galen, and finally Avicenna in the 11th century laid the groundwork for Western medicine. They listed illness, developed cures, and standardized methods. To understand the human body and its malfunctions, to take better care of it and, who knows, beat back death. In order to do so, some dreamed of reaching inside the human body. At the beginning of the 19th century, a French physician called Laennec invented the stethoscope to listen to the body's sounds. Then in 1895, Wilhelm Conrad Röntgen discovered the X-ray. Ushering in the era of medical imagery, we could now see the interior of the human body. It was also at the end of the 19th century that scientists looked for the origin of diseases at the microscopic level in order to fight them better. Louis Pasteur, for instance, discovered the role of microorganisms in infectious diseases. As science advanced, our hope was to wipe out certain illnesses. In 1928, Alexander Fleming discovered penicillin. It marked the beginning of antibiotics, a potent weapon against infections. In the mid-20th century, scientists also dreamed of replacing malfunctioning key body parts. In 1967, Christian Barnard performed the first successful heart transplant. That same year, James Watson and Francis Crick discovered the structure of DNA, the molecule that carries genetic information. Years later, in 2001, the human genome was at last fully decoded, foreshadowing the ability to cure and repair the human body by acting directly on the genes. Throughout the 20th century, in the hospital, at the doctor's office, and even at home, medicine became increasingly efficient. So what will it be like tomorrow? La médecine du futur va utiliser les progrès technologiques qui apparaissent actuellement très rapidement. Elle aura pour but de détecter plus tôt la maladie, de personnaliser les traitements pour qu'ils aient moins d'effets secondaires et d'intégrer la complexité du patient. Donc une médecine ciblée, personnalisée, digitale et moléculaire. In public transportation, at home, or at work, information and communication technologies are everywhere. We are constantly informed and connected to one another through smartphones and computers. By 2050, digital technology will have transformed our lives, disrupting our relation to our bodies and our health. An increasing number of watches, bracelets, clothes, scales, and toothbrushes are already connected to the internet and allow us to monitor our body in real time. Heart rate, body mass index, number of calories consumed or burned, blood pressure. No personal data is left out. Our lifestyle is now scrutinized and analyzed to improve self-knowledge. Among these connected objects, some will change the face of medicine because they will give us easier access to care and might save lives in the most isolated parts of the world, where 80% of the population still can't get medical care. Could it be that in 2050, a remote and connected healthcare will put an end to medical deserts? In Yaoundé, Cameroon, a young engineer is leading the way. He developed an innovative system for diagnosis and therapeutic monitoring to address this global issue. Tout a commencé par de la curiosité. Au début, c'était vraiment de la curiosité parce que j'étais très intrigué par le fonctionnement des appareils médicaux. Dans le domaine de la cardiologie, par exemple, vous avez le scope CGE, qu'on appelle également le moniteur, et qui est très impressionnant parce qu'il trace des courbes assez incompréhensibles pour des gens qui ne sont pas des médecins.
L'histoire du cardiopal commence en 2009. À cette époque, j'étais étudiant en informatique en 4e année à l'école polytechnique de Yaoundé et je commence à développer des logiciels médicaux. Par la suite, je découvre qu'il y a un vrai déficit de cardiologues dans le pays. Aujourd'hui, ils sont environ 50 ou 55 pour plus de 20 millions d'habitants. Donc cela a des conséquences assez dramatiques parce que cela oblige les patients qui habitent dans les villages à se déplacer à chaque fois pour pouvoir effectuer leurs examens médicaux. Donc c'est plus pénible, plus coûteux, et également plus long pour eux. Lorsque les examens ne sont pas accessibles, vous avez moins de personnes qui vont effectuer cet examen. Du coup, ça peut accroître la mortalité due aux maladies cardiovasculaires. En 2014, nous avons démarré une phase pilote du projet. Nous avons choisi 2 hôpitaux dans lesquels nous avons placé gratuitement nos appareils, un hôpital des villages et un hôpital de la ville. Actuellement, les appareils sont utilisés. Et dans cet hôpital des villages, on réalise les examens médicaux cardiaques aux patients. Monsieur Kana, vous pouvez entrer. Le cardiopad contient à l'intérieur un modem GSM ou GPRS ou 3G et il peut transférer ces informations sur un serveur distant. Les examens sont transférés du village vers la ville où il y a un cardiologue qui va interpréter. L'appareil va caractériser chaque battement de cœur pour dire si le battement de cœur est normal ou s'il ne l'est pas. Et en fonction du pourcentage de battements de cœur normaux, à la fin, la tablette va donner un premier diagnostic qui sera soit confirmé, soit infirmé que par le cardiologue. Et de là, on pourra donc dire au patient de quoi il souffre et quelle est la conduite à tenir. Donc cette phase pilote a été très utile parce qu'elle nous a permis de recueillir les feedbacks des médecins pour pouvoir améliorer l'appareil. Depuis le départ, nous avons ajouté énormément de fonctionnalités. On acquiert donc tous les paramètres nécessaires à l'interprétation cardiaque. Nous travaillons actuellement sur des projets de développement d'appareils à usage personnel et qui permettra de transférer directement les résultats de la maison du patient vers le cardiologue. En Afrique, la médecine du futur, pour moi, c'est d'abord une médecine qui est accessible, qui est répandue et qui est vraiment moins chère. Donc cela passe par le développement de plus en plus d'appareils low cost, donc qui utilisent des technologies assez performantes, mais qui seront accessibles aux hôpitaux de district. Ça passe également par une connexion directe entre les patients depuis leur maison avec les spécialistes qui les suivent. Pour 2050, je rêve de bâtir une industrie médicale africaine, c'est-à-dire un ensemble d'entreprises qui pourraient produire des appareils médicaux à grande échelle et à bas coût pour vraiment pouvoir changer à l'échelle du continent les conditions de vie et également le suivi des patients. Devices such as the CardioPad seem like a great solution for the future, since they enable the creation of a connected, remote healthcare pathway. But where would doctors fit in all of this? Clairement, le rôle de médecin va se transformer. D'abord, il devra maîtriser la technologie. De la même façon qu'on prescrit des médicaments, on doit savoir les effets secondaires, les dysfonctionnements. La technologie dysfonctionnera, donc le médecin aura la responsabilité de cet outil, donc il doit le connaître, il doit l'expliquer aux patients. L'hôpital va aussi se transformer. On aura des hôpitaux qui géreront ces infrastructures de communication digitale, qui stockeront les données. Donc vous voyez des nouveaux métiers qui vont apparaître, pas seulement des médecins différents, mais aussi des nouveaux auxiliaires de santé digitale et personnalisés. Digital health monitoring will create a huge amount of personal data floating around on the internet, a massive global medical cloud. Family histories, surgeries, chronic diseases, in short, the most intimate details of our medical background. Ces données recueillies, est-ce qu'elles serviront vraiment à la personne pour améliorer son état de santé à travers une meilleure
prévention ou prise en charge de ces maladies? Ou est-ce que ces données collectées serviront essentiellement à des sociétés qui changeront les taux d'assurance ou la garantie de couverture en fonction des données recueillies? The confidentiality of our medical information is therefore a major challenge for medicine. But the ever-increasing data also opens the way to a new kind of therapeutic follow-up. Each doctor will have permanent access to our whole medical and biological history, which will be digitally analyzed to improve diagnosis. An accurate diagnosis is essential for preventive healthcare in order to treat diseases as soon and efficiently as possible. Along with the use of personal data, medical imaging helps doctors improve diagnosis. It has made dramatic progress and can already detect tumors less than 1 millimeter in size. And it's only going to get better. Thanks to 3D body scanning, everyone will have a digital self by 2050. Entering the human body without damaging anything will then be possible. By tracking organ location in real time, medical imaging serves as a comprehensive tool for doctors and a crucial one for surgeons. On peut imaginer qu'on va voir beaucoup plus que ce qu'on voit aujourd'hui. Le chirurgien va voir des artères, des veines, etc., des nerfs que normalement son œil ne lui permet pas de voir. Il va pouvoir voir la cellule. C'est quand même extraordinaire de se dire, le chirurgien, il va regarder par les techniques de ce qu'on appelle de laser cofocal, il va pouvoir voir la cellule avec une profondeur de 200 microns. C'est quelque chose qui était inimaginable. Et puis enfin, il va voir la visible. C'est-à-dire qu'il va voir par les techniques sophistiquées de fluorescence, eh ben, il va pouvoir voir les flux sanguins, comment il vasculariser un intestin avant de le sectionner, avant de le resuturer. In 2050, there will be no more lengthy, costly medical exams and long waits for results. We will have access to labs on a chip, powerful miniaturized medical laboratories that will be able to diagnose illnesses more easily and much faster. It's precisely what the engineer Luc Gervais is developing in Neuchâtel, Switzerland. His lab on a chip, the microfluidic chip, gives us a taste of a revolution in medical analysis, similar to the invention of microprocessors. Si on regarde le 20e siècle, il a été dominé par la physique, l'invention du transistor, le développement de l'électronique et de l'informatique. Plusieurs disent aujourd'hui que le 21e siècle sera dominé par la biologie. Mon père a toujours été passionné par l'informatique. À l'école secondaire, je programmais ma calculatrice graphique et j'ai travaillé beaucoup sur l'ordinateur, même avant d'avoir des cours d'informatique à faire de la programmation. OneDrop Diagnostics, c'est une compagnie qui développe une nouvelle sorte de diagnostic médical, un dispositif qui permet de détecter plusieurs maladies à partir d'une seule goutte de sang en moins de 10 minutes. Le laboratoire sur puce est composé de deux composantes principales, la puce microfluidique qui est jetable et le lecteur qui est réutilisable. Il est très facile d'utilisation. Je commence en me piquant le doigt. Je prends une goutte de sang que j'insère ensuite sur la puce microfluidique. Dans une goutte de sang, il y a des millions de différentes cellules, des plaquettes, des globules rouges et des globules blancs, et aussi des trilliards de protéines, des acides nucléiques et des petites molécules. La puce microfluidique va filtrer le sang et acheminer le plasma à travers la puce. Le plasma contient des biomarqueurs qui peuvent être liés à certaines maladies. Il y a plusieurs biomarqueurs qui sont connus, des biomarqueurs pour le cancer, pour les maladies cardiovasculaires, le glucose dans le sang qui peut être utilisé pour le diabète. Le médecin va interpréter la concentration de ces biomarqueurs pour identifier s'il y a une maladie chez le patient. J'avais plusieurs idées
de concepts à intégrer dans les laboratoires sur puces qui pourraient être novateurs et qui pourraient être révolutionnaires par rapport au diagnostic médical. Donc j'ai commencé à concevoir ces idées, à mettre ces idées sur papier et vraiment à travailler sur les développements technologiques. La première puce microfluidique a été mise au point en 2012. C'était les premiers prototypes. On a fait ensuite plusieurs modifications du design pour améliorer la performance des puces. Imaginez qu'il y a plein de clés qui sont les biomarqueurs qui sont contenus dans l'échantillon de sang et qu'il y a plein de serrures qui sont contenues sur la puce microfluidique. La puce microfluidique contient certains réactifs biochimiques et ces réactifs servent à détecter les biomarqueurs. Ces réactifs fonctionnent comme une clé et une serrure. Ils sont extrêmement spécifiques. Alors, il y a seulement une clé qui peut entrer dans une serrure. Le temps peut représenter une question de vie ou de mort souvent dans le diagnostic médical. Alors, le plus rapidement on va être capable de diagnostiquer une crise cardiaque, le plus rapidement on va être capable de donner le bon traitement et de sauver la vie du patient. On peut détecter des centaines de maladies à l'aide de cet appareil. Par exemple, les cancers, les maladies infectieuses comme la grippe, le VIH, l'hépatite, les allergies, différentes fonctions d'organes comme la fonction du foie, la fonction de la thyroïde. Un des bénéfices principaux de cette technologie, c'est que ça permet vraiment de réduire les coûts de façon drastique. On arrive à faire un diagnostic médical qui coûte beaucoup moins cher que celui qui est fait aujourd'hui à l'aide des analyseurs centralisés. Alors ça permettra aussi de faire un diagnostic qui sera fait dans les pays en voie de développement pour les gens qui sont les plus démunis. En 2050, j'imagine que cette innovation sera disponible partout et que les patients pourront se tester à la maison, comme chez le médecin ou à la pharmacie. Mon rêve, c'est que la biologie devienne une science de l'information. C'est qu'à terme, on soit capable de connaître tout à propos du corps humain comme on comprend tout à propos d'une puce électronique. Qu'on soit capable de diagnostiquer les maladies de façon très efficace, de donner une thérapie basée sur ce diagnostic et de soigner toutes les maladies qui affligent présentement l'humanité. In the doctor's office or at home, miniaturization and labs on a chip will radically alter behaviors. Biological analysis will become more frequent and easier to perform for better disease prevention. Les humains de 2050 seront abonnés de façon quotidienne à leur bulletin de santé comme nous consultons chaque matin le bulletin météorologique. So wouldn't it be great if we can actually detect heart disease way before it gets serious and to be able to heal it at that time before it gets to be chronic? Being able to detect diseases before they take hold, is this a pipe dream? Will medicine be predictive in 2050? Regardless, some tech giants are betting on decoding the human genome to prevent and even predict diseases. They think that analysis of our DNA will allow doctors to know everything about our predisposition to certain pathologies, prevent the development of cancer, and even assess our life expectancy. Only seconds old, the exact time and cause of my death was already known. Neurological condition, 60% probability. Manic depression, 42% probability. Attention deficit disorder, 89% probability. Heart disorder, 99% probability. Early fatal potential. Life expectancy, 30.2 years. L'idée qu'on puisse prédire, à partir de la séquence du génome, l'ensemble des maladies qui affectera un individu est totalement illusoire. On la sait fausse dès aujourd'hui. On sait aujourd'hui que la connaissance du génome peut prédire et donc prévenir quelques maladies, la plupart du temps des maladies très rares, peut permettre de prédire quelques intolérances à certains médicaments, mais tout cela ne représente qu'une toute petite minorité des actes médicaux. L'écrasante majorité,
c'est lié à des facteurs d'environnement pour lesquels la connaissance du génome sera très peu informative. Decoding the genome will therefore be of little interest for prognosis. However, scientists agree that it could make a difference when it comes to treatment. By detecting the genetic defects of cells or bacteria, physicians will be able to give a personalized treatment for each and every one of us. Une thérapie ciblée est une thérapie qui utilise les caractéristiques individuelles d'un patient et qui va prendre pour cible les caractéristiques moléculaires spécifiques de sa pathologie. In Paris, a team of young researchers based in the Pasteur Institute is designing the drugs of the future. Their goal is to develop a groundbreaking antibiotic suitable for everyone and with less impact on our bodies. J'ai toujours voulu faire de la recherche et j'ai eu la chance à 12 ans de rencontrer un chercheur passionné de génétique, un pionnier de la génétique en France qui m'a transmis sa passion. Depuis, j'ai continué mes études dans cette direction. Et puis au bout d'un certain moment, je me suis quand même posé la question de savoir à quoi ça servait de développer des technologies si au final on les poussait pas jusqu'à vraiment répondre à des grands problèmes de l'humanité. On a tous plus de 10 trilliards de bactéries qui peuplent notre corps, que ce soit sur notre peau, dans nos poumons ou dans notre intestin. Ces bactéries sont ce qu'on appelle des bactéries commensales, des bactéries qui sont pour la plupart nécessaires au bon fonctionnement de notre corps, nécessaires à une bonne santé. Les antibiotiques actuels, on peut les assimiler à des armes de destruction massive qui vont tuer toutes les bactéries, les mauvaises, mais aussi les bonnes. Ce qui cause notamment la montée de la résistance aux antibiotiques. Cette résistance aux antibiotiques, elle a été soulevée comme un des plus grands fléaux du XXIe siècle qui nous attend. En 2050, l'Organisation mondiale de la santé a prévu que la première cause de mort dans le monde soit des infections qui sont causées par des bactéries résistantes aux antibiotiques. Si aujourd'hui on ne développe pas des médicaments pour empêcher, d'une part, ces bactéries multirésistantes de se développer et de se disséminer dans le monde entier, où on n'osera plus opérer des gens pour une prothèse, pour une dent de sagesse, parce que les risques d'infection par ces bactéries multirésistantes qu'on ne pourra plus tuer va être trop important. Eligo Bioscience, donc on développe des antibiotiques intelligents, on développe des héligobiotiques, du latin héligo qui veut dire choisir, sélectionner, qui peuvent tuer de façon extrêmement spécifique les mauvaises bactéries, tout en laissant les bonnes bactéries, le reste de la flore, des microbes qu'on porte dans notre corps, sur notre peau, dans nos intestins, complètement intacts. David Bicard is working alongside Xavier Duporté to develop these nanorobots. Mais en fait, le truc, c'est que la plupart, c'est... Pour combattre ces bactéries résistantes, on utilise un système qui s'appelle CRISPR. Et en fait, il s'agit de ciseaux moléculaires pour couper l'ADN des bactéries résistantes et des bactéries virulentes. Pour aller délivrer ces ciseaux moléculaires au sein des bactéries de notre corps, en fait, on va utiliser les virus qui s'attaquent aux bactéries, qu'on est capable de reprogrammer pour aller injecter nos ciseaux moléculaires. Un des points forts de ce système CRISPR, c'est qu'on est capable d'aller couper très spécifiquement l'ADN des bactéries nocives, ce qui va en fait provoquer leur mort. Ça suppose de connaître précisément les bactéries qui sont en train de nous rendre malades pour pouvoir aller les détruire. Donc ça veut dire que c'est une stratégie qui va s'inscrire dans un cadre de médecine personnalisée, de diagnostic qui va permettre d'établir précisément quelles sont les bactéries néfastes et d'aller pouvoir les cibler avec un héligobiotique extrêmement précis. Aujourd'hui, on a déjà développé en fait des preuves de concept sur du vivant, sur des souris, où on arrivait à montrer qu'on pouvait décoloniser des souris de staphylocoques dorés résistants, qui ont déjà causé la mort de patients. En 2050, je pense que la médecine va être beaucoup plus préventive. Avec le développement des nouvelles technologies, on va pouvoir diagnostiquer les causes des pathologies. Et dans ce cadre-là, les héligobiotiques vont prendre vraiment tout leur sens, puisqu'on pourra justement éliminer les quelques bactéries qui sont à la source de nombreuses pathologies bien avant qu'elles se multiplient et que du coup que les symptômes apparaissent.
If medicine becomes more preventive, targeted and personalized by 2050, could we imagine never getting sick again? On sera dans quelque chose qui combinera nos connaissances à la fois de la physiologie du système qu'on cherche à cibler et des différents outils, de la palette d'outils qu'on aura à notre disposition et qu'on combinera. On aura des traitements qui ne seront pas une molécule pour une cible et la même molécule pour tout le monde. On sera dans des combinaisons adaptées à chaque situation d'individu particulier. In 2050, thanks to regenerative medicine, we will also be able to repair organs. La médecine régénérative, c'est reconstituer une cellule ou un organe ou une fonction là où elle a été altérée ou détruite. To achieve such a feat, geneticists are reprogramming cells to turn them into all kinds of organs, like liver, heart or skin. Les promesses de la médecine régénérative en 2050, je crois qu'on n'est pas dans la science-fiction pour avoir des avancées médicales très fortes, que ce soit l'utilisation de matériaux, de nanomatériaux qui, injectés dans les organes, vont stimuler les cellules souches, mais aussi la capacité d'utiliser l'impression 3D avec des éléments issus du vivant pour reconstruire, pour remplacer des organes. Our hope for the future, in terms of its potential, is to be able to heal more organs and to help to restore more patients back to their normal health using these technologies. Recreating organs with our own cells. Crazy as it may seem, our failing bodies will one day be repaired with custom-made organs thanks to a 3D printer. Swedish researchers from the prestigious Chalmers University in Gothenburg are firm believers in that. They're pioneers in manufacturing a bio-ink which will make printing organs possible. I always considered myself as a revolutionary person who've always tried to differentiate myself. Me and my team, Hector and Ida, we are innovators at the edge of the regenerative medicine. And ideally, we'll be able to produce human organs and human tissue. My first interaction with bioprinting was here in Sweden. And I made a visit to my father's lab at Chalmers University. And they had just acquired a bioprinter. And I came into the lab and, you know, I still remember the days. I walked in and I saw this new equipment just standing on the bench. And you could see the fact that this could potentially print life. And you get this idea of what could be possible with this technology. We are experts in the field of bioprinting human tissue, human organs, and tissue models. The company was started as a biomaterials company focusing on producing the bioink for bioprinters. And the bioink is basically the ink that you put into a paper printer, for instance, for that example, or the plastic filament into 3D printers. So we produced that filament, the bioink. Our biomaterial cell ink is based on very natural components, and it contains about 80 to 90% water. This means that this produces an ideal environment for cells to survive, but also to feel like home. They feel like they're inside the human being. We've actually developed a tool, which we call the cell mixer. It's a device that allows you to mix the human cells together with the cell ink biomaterial. It's a two-compartment, two-syringe system where you have one syringe with the human cells in suspension and one syringe with the bioink, the cell ink material. And then you mix them together and create a cocktail or a mixture of basically living material to print with. Idea behind this is really to produce human body parts and organs. And then for that fact to be true, you obviously have to produce them in the shape that they should look. So an ear, for instance, must look like an ear. Printing today? So for instance, let's say that we would like to print a patient's own ear.
We take a picture of the existing ear, make a replica in a computer model, and then send that file to our software and then to the printer. And then the printer can print out the actual patient's ear in full structure and full detail. And that's the concept behind it. And this will be able to be done with every single organ and body part inside the human being. We've worked for several months in terms of developing cartilage models, and currently we're also developing skin tissue models and developing a bioink and biomaterial that's specific for tissue, for skin tissue applications. Next step will be to develop a bioink specific for kidney tissue, and then in the future possibly for liver and other organs. What drives and motivates me behind this company is the ability to make change in regenerative medicine, and make change for the populations and the future of human beings. We have the opportunity to change the way the world works, and that is at the core my true understanding of what I want to do. In the future, we will be able to print out human organs and human body parts straight in the operating room and implant them directly into the patient. Bioprinting is making significant strides. By 2050, will scientists from around the world have overcome the last challenges left to recreate hearts, livers, and kidneys? One of the challenges for solid organs is the vascularity, the ability of these organs to survive long term with enough nutrition. Currently, using our bioprinting strategies, we are creating miniature solid organs like kidney, lung, heart, but these are miniature organs. What we're working on over the next few years is how can we take these miniature organs and make them larger so we can implant them back into patients. Once printed out, these organs will be directly implanted into the patient in the operating room of the future, where robots and surgeons will work hand in hand. Si on se projette en 2050, pourquoi pas, on peut tout à fait imaginer que la chirurgie va devenir automatique. Automatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fois-ci, ça va être la vraie robotique. C'est le robot qui va faire la chirurgie, et le chirurgien, lui, il sera juste ce qu'on appelle le supervisor. Il peut appuyer sur un bouton pour arrêter l'opération si quelque chose de non prévu arrivait. Could we imagine wiping away the after effects of a major accident or the consequences of a defect? Will disabled people regain mobility and feeling thanks to more and more realistic prosthetics packed with microprocessors, sensors, and transmitters perfectly suited to the body? In Reykjavik, Iceland, the company Össur is developing smart prosthetics and has one of the leading research centers in the world, specializing in lower limb prosthetics. In order to keep improving the company's bionic products, innovators team up with amputees, such as David Johnson, who works here as an engineer, or the Olympic javelin champion, Helgi Svensson. The technology in the last 10 to 15 years has evolved very quickly, and we can now demonstrate that it's not only a question of putting a peg leg under people, it's much more a question about restoring their overall lifestyle and providing a life without limitation to amputees as well.
Most prosthetic products right now are only a mechanical device that rely on very, very simple mechanical mechanism in order to mostly just generate a bit of motion during swing phase, like when your leg clears the ground, and then has a very, very simple braking system just to prevent it from buckling when you put weight on it. The latest innovation that we've been working on for lower limb prosthetic technology at Össur are a lot related in making leg prosthesis or knee prosthesis much more convivial for use by the typical amputee. Because the modern prosthetic device has a computer directly embedded in the device, then it's possible to implement artificial intelligence algorithms and embedded sensors that would actually measure either speeds or accelerations or loads in order to make a decision or an informed decision on what the user is trying to do and what is the most appropriate behavior for the prosthetic device to implement in order to properly support the task at hand. The device will recognize that he's actually switching to running and will automatically and instantly adjust its behavior to better support the running task. For sure, one of the major next steps we're foreseeing for evolution of the prosthetic or lower limb prosthetic technology is to be able to close that gap between controlling the prosthetic device and the user intent. So the future technology will actually allow us to use sensors that would directly connect to a remaining physiological structure like muscles or like nerves and allow us to actually get the signal directly as it is issued from the peripheral nervous system or the arc reflex loop. Currently, we've been running proof of concept work or very early research with this type of technology by putting implanted sensor in the residual limb of transtibial and transfemoral amputee, and that measure actually the muscle electrical activity. The sensor itself then communicates this information through a wireless system to the embedded computer in the prosthetic. All right. Disabled since childhood, Gummy Olafsson has had the opportunity to test the latest prototype, which he can control with his mind. I run, I walk, I swim, I scuba dive, I snorkel, I go up mountains, I go hiking. I have a dog that I go out. I walk about 15 kilometers every day. Before I walked 200 yards. Before I lost my leg, so my life is much better than before. So that's basically what drives me on. I got into an accident when I was 9 years old. I got hit by an oil truck. For 28 years, I kept the foot. And in 2004, January 2004, I got amputated. What I got is the sensors in my legs. And I can move that foot with my muscles. Well, basically, my mind tells my muscle to move the foot, and it does. And that's one of the, well, it's still a prototype, but oh my God, that's a great foot. So that's something. When I got it the first time, I started to cry. Because I was moving my ankle for the first time in 11 years. And I wouldn't be able to move my ankle. All of a sudden, my mind was telling my ankle to come up or going down, and I could do it. It was just overwhelming, and that was an amazing feeling. I still think about it backwards, and it gives me a smile on my face. I haven't used my muscle for so long. It's going. When I start to use my foot, I always have to think, basically, first. Always, oh yeah, I have to move it like this, or I have to move it like this. It's natural for me. You still have to think a little bit, but it's always getting less and less more, When I'm walking upstairs, I just lift up the toe. I really don't think about it anymore. It just happens. 2050, that's just in 40-odd years. I wish the doctors would find out how to grow back a leg. That would be a great future.
that you would get these, I don't know, like salamander or something that grow back the tails, that you could grow back your leg. But don't think, but that would be a great future. If they can't, you always have to have a prosthetic leg. To attach it to your body, then you would have feelings for it. That would be a great idea. That you could wiggle your toes. That would be even a greater idea. Restoring sensations and the sense of touch is the last obstacle to overcome in prosthetics. By 2050, will artificial skin equipped with sensors and directly connected to nerves address this issue? Reality is catching up with fiction. La possibilité de réparer l'homme avec des prothèses intelligentes est quelque chose de majeur pour le médecin, puisqu'on est malheureusement encore actuellement trop souvent confronté à des pathologies qui détruisent un organe, qui détruisent une fonction, qui nous confrontent au handicap. Donc c'est là vraiment l'espoir médical de pouvoir pallier de la façon le plus intégrée possible au handicap. One can imagine that future prosthetics, even more connected to the body, will blur the boundaries with our limbs of flesh and bone. But this dream of ideal repairs could also give rise to the temptation of augmenting or improving the human body. L'homme augmenté, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, forcément. Parce que c'est la prothèse, c'est le prolongement, c'est le prolongement aussi du cerveau, de l'intelligence. Donc on est dans une espèce de champ d'action, d'investigation, comme une espèce de laboratoire. Et donc évidemment l'imaginaire, là, il n'a pas de limite. From a repaired human as a beacon of hope to the augmented man. Some dream of a bionic man whose life expectancy would be stretched to eternity, and who would finally get rid of this cumbersome and aging vessel we call the body. Donc la vision en 2050 d'un homme machine dont on remplace les pièces comme une voiture parce qu'il est malade est à l'évidence une vision complètement réductionniste qui oublie ce qu'est la médecine, qui oublie ce qu'est un homme malade, qui est tout sauf une voiture. The temptation of immortality is strong, but isn't imperfection the essence of man? Someone who creates, falls sick, is cured by medicine. Someone who loves and passes away. Le grand enjeu de la médecine, c'est de permettre à des humains que la maladie retire pour un moment du corps social, de réintégrer le corps social et de retrouver leur humanité par l'interaction qu'ils ont avec leurs proches, avec leur milieu de travail, avec la société dans laquelle ils exerceront tous leurs talents. If the goal of medicine by 2050 is still above all else to cure us, one can dream that even preventive, targeted, personalized and technological, it will keep a human face.